Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter une affaire diabolique. Le 1er novembre 1992, Éric de Vriend est victime d'un accident de la route alors qu'il circule à vélo. Après plusieurs opérations, l'homme s'en sort, mais meurt quelques jours plus tard à son domicile, dans la plus grande discrétion. Que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Cap d'Antibes sur la Côte d'Azur, 1er novembre 1992, il est 18h50. En ce jour de Toussaint, les rues du quartier résidentiel de la ville sont particulièrement désertes. Un cycliste circule tranquillement, lorsque soudain, un cycliste est renversé sur une route de nuit. Un voisin va être attiré par le bruit et lorsqu'il sort, il n'y a plus de voiture. La voiture a pris la fuite. C'est là qu'il a constaté qu'il y avait un vélo et un cycliste qui est allongé sur le sol et rien d'autre, aucun véhicule, rien. Le chauffard s'est volatilisé. Le voisin contacte immédiatement les secours pour venir en aide à la victime. L'homme saigne abondamment de la tête. Il est entre la vie et la mort. Les secours décrivent un cycliste en très mauvais état médical qui va devoir entraîner une évacuation d'urgence dans l'hôpital le plus proche. Il est très gravement blessé, notamment très gravement blessé à la tête. Il a en effet une fracture du crâne très grave avec un œdème cérébral et qu'il est dans le coma. À l'hôpital de La Fontaine à Antibes, l'homme est rapidement identifié grâce à ses papiers. Il s'appelle Éric de Vriend, il a 35 ans. Il est conduit au bloc opératoire et subit plusieurs interventions chirurgicales pour fracture du crâne, avec succès. Ses jours ne sont plus en danger. Comme il est d'usage dans ces cas-là, les policiers ouvrent une enquête pour tenter d'identifier le chauffard qui a pris la fuite. Ils se rendent sur le lieu de l'accident, à la recherche du moindre indice. Il y avait eu, lors du constat de la police d'Antibes, des petits bouts de verre du phare de cette voiture qui avaient été retrouvés et mis sous scellé. Chaque phare a un code avec un numéro de série qui donne l'appartenance à la marque du véhicule et à son type de véhicule. Retrouver le numéro de série du phare permettrait de remonter jusqu'au modèle du véhicule qui a percuté Éric de Vriend. Ces éléments sont donc envoyés au laboratoire pour analyse. Les policiers continuent quant à eux leurs recherches en interrogeant le voisinage. Personne n'a rien vu. Il n'y a aucun témoin visuel des faits. Pas de témoin visuel, mais un témoin auditif. L'homme qui a prévenu les secours a entendu la voiture prendre la fuite. La voiture qui s'est enfuie serait, à son avis, en ayant reconnu le bruit du moteur, une Simca Horizon. En tant qu'électromécanicien, il nous fournissait un élément où il était certain que la marque du véhicule pouvait être une Simca. Sans autre preuve matérielle ou témoignage probant, la piste de cette Simca Horizon est la seule sur laquelle les enquêteurs peuvent travailler. Mais il ne s'agit que d'un banal accident de la route parmi tant d'autres. A priori, cette affaire n'a rien d'urgent. Ce dossier est mis sur une pile en instance, comme il y a beaucoup de dossiers, en attendant son tour. Ça aurait pu en rester là. Pourtant, 2 mois plus tard, cette enquête va prendre une étrange tournure. « 25 janvier 1993. Une lettre reçue à la brigade accident du commissariat d'Antibes intrigue. Nos services sont saisis par courrier, par une compagnie d'assurance, la Norvège Union, je crois, qui nous demande copie du procès-verbal d'un accident mortel de la circulation. Or, selon le brigadier-chef Botelli, aucun accident mortel au nom donné par l'assurance n'a été signalé ces 2 derniers mois. Chercher dans les archives et on ne trouve pas d'accident mortel de la circulation à ce nom-là.
Et donc, en complétant d'autres dossiers en instant, elle s'aperçoit que c'est un accident de circulation avec délit de fuite. Mais en aucun cas, quelqu'un s'est manifesté pour dire que la victime était décédée. La victime n'est autre qu'Éric de Vriend, renversé le 1er novembre 1992. L'enquêteur est troublé. La compagnie d'assurance lui apprend le décès du cycliste qui était aux dernières nouvelles soigné à l'hôpital de La Fontaine. Donc à partir de là, on convoque sa concubine, Madame Montillet, à savoir pour l'entendre et à savoir pourquoi. Nos services n'ont pas été avisés du décès de son concubin, pour la bonne cause qu'il y avait quand même une enquête qui était ouverte. Dès le lendemain de la réception de ce courrier, le 26 janvier, Geneviève Montillet, la compagne d'Éric de Vriend, se présente au commissariat d'Antibes. Elle va se rendre au commissariat de police en indiquant, voilà, Monsieur de Vriend est décédé, je l'ai fait incinérer parce que telle était sa volonté. Voilà, à partir de là, ça nous a quand même un petit peu troublés. Geneviève Montillet raconte alors au brigadier-chef Botelli que son compagnon est sorti de l'hôpital de La Fontaine 9 semaines après l'accident. Donc l'état d'Éric de Vriend, bon, il est bien entendu sorti du coma. Son état s'est quand même amélioré, stabilisé. Geneviève Montillet le ramène chez lui, ou plutôt chez eux. Le 15 janvier 1993, nous sommes donc 4 jours après son retour au domicile. Éric de Vriend décède. Les enquêteurs interrogent alors Geneviève Montillet sur les circonstances exactes du décès de son compagnon. Il était sorti quelques heures faire des courses et qu'en rentrant au domicile, elle a trouvé son concubin décédé. Donc elle a fait appel à SOS médecin pour constater le décès. Un médecin se déplace, va constater la mort, va délivrer un certificat. Et sur ce certificat de décès, le médecin précise la cause de la mort. Éric de Vriend, a priori, est mort d'un encombrement, d'un problème alimentaire, et il a fait une fausse route. Du fait de son état de faiblesse lié à l'accident de circulation du 1er novembre 1992, il n'avait pas eu la force de réagir à cette fausse route. Selon le médecin, Éric de Vriend serait mort étouffé en avalant de travers. Et 3 jours plus tard, le 18 janvier 1993, Geneviève Montillet fait incinérer son compagnon au crématorium d'Orange. Seulement, chose curieuse, la police n'a pas été prévenue du décès et de l'incinération. La logique aurait voulu qu'elle prévienne le commissariat avant les obsèques, dans la mesure où il y avait une enquête en cours sur l'accident. Interrogée sur cette négligence, Madame Montillet affirme ne pas connaître les procédures administratives et l'affaire en reste là. L'enquête sur l'accident se referme parce que on n'a plus de corps. C'est vrai qu'à ce stade, les policiers du commissariat d'Antibes sont à milieu de s'imaginer qu'il s'agit d'une affaire criminelle. 3 jours plus tard, plusieurs compagnies d'assurance renforcent les soupçons du brigadier-chef Botelli. Nous sommes contactés par des assurances, de nombreuses assurances, où il a été souscrit de nombreux contrats d'assurance vie sous le nom de Vriend. Ce jeune homme avait signé un nombre presque incalculable de contrats d'assurance vie. Entre le mois de mai 89 et octobre 92, Éric de Vriend a souscrit en son nom 8 contrats d'assurance vie. Ce qui, pour un homme de cet âge-là, était quand même assez inhabituel. On ne comprend pas pourquoi il aurait souscrit autant de contrats pour une somme de 10 millions de francs de l'époque. 10 millions de francs, soit 1,5 million d'euros. Une coquette somme dont la principale bénéficiaire n'est autre que Geneviève Montillet. Parmi ces contrats, certaines clauses attirent particulièrement l'attention des assureurs et des enquêteurs. Un des contrats prévoyait que la prime était multipliée par 3 en cas de décès lié à un accident de la circulation et un autre contrat prévoyait que la prime d'assurance était multipliée par 2 en cas de décès un jour férié. Et c'est très exactement ce qui se passe, puisque l'accident à l'origine du décès
s'est produit non seulement dans le cadre de la circulation routière, mais également un jour férié. Ça, pour les compagnies d'assurance, c'est quand même un petit peu étrange. Et il y a plus troublant encore. Plusieurs anomalies sont relevées sur les contrats d'assurance vie. L'une des compagnies auprès de laquelle l'un des contrats a été souscrit soutient que la signature figurant au bas du contrat n'est pas de la main d'Éric de Vriend. Ce que la compagnie suspecte, c'est un faux. Et une plainte va être déposée par cette compagnie d'assurance. Une deuxième plainte vient s'ajouter au dossier. Elle émane de Madame Topinka, la mère d'Éric de Vriend. Dans sa lettre au parquet de Grasse, elle ne fait planer aucun doute sur les intentions malveillantes de sa belle-fille. La mère de M. de Vriend, je pense, a toujours ressenti que le décès de son fils était plus que suspect. Et elle n'admet pas les circonstances de l'accident. Elle a un doute. Mon fils n'est pas mort comme ça, il a été, c'est probablement sa compagne qui a tenté de le faire assassiner. L'accusation est très grave. D'après la mère d'Éric de Vriend, Geneviève Montillet serait à l'origine du décès de son fils. Et chose surprenante, elle révèle qu'elle a appris le décès d'Éric après son incinération. Elle l'apprend le lendemain de l'incinération, de la bouche même de Madame Montillet qui lui téléphone pour lui dire brutalement « Voilà, votre fils est décédé, je l'ai fait incinérer ». Et elle n'admet pas de ne pas avoir été prévenue du décès de son fils, de ne pas avoir été prévenue de son incinération, de ne pas avoir été prévenue des derniers instants auxquels, en tant que mère, elle avait droit d'assister. Faire incinérer la victime d'un accident de la route sans même en prévenir à la fois sa famille et les policiers chargés de l'enquête, c'est pour le moins étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Madame Topinka ne cache pas dans son courrier qu'elle a toujours détesté sa belle-fille, et ce depuis le jour de la rencontre de son fils et de Geneviève Montillet. Tout commence en 1985. Éric de Vriend a 30 ans. C'est un jeune homme malade. Il souffre de troubles mentaux et particulièrement de schizophrénie. Il est traité dans un hôpital parisien. C'est alors qu'il va rencontrer Geneviève Montillet. Geneviève Montillet plaçait des télévisions dans les hôpitaux. Et elle avait placé une télévision dans sa chambre. Et c'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés et qu'ils avaient noué une relation qui par la suite a perduré. L'homme et la femme sympathisent. Geneviève Montillet est mariée, mère de 3 garçons. Éric, lui, est célibataire, sans occupation professionnelle pour raison de santé. Il est issu d'une famille bourgeoise qui subvient à ses besoins. Son père était directeur de banque en Asie. Son grand-père avait des brasseries dans l'est de la France, donc il s'était présenté comme ayant des Ferrari. La liaison amicale se transforme en liaison amoureuse. 2 ans plus tard, le couple donne naissance à une petite fille. La famille s'installe alors dans un appartement de 7 immeubles, dans un quartier tranquille de Jouan-les-Pins. Très vite, Madame Topinka voit cette liaison d'un très mauvais œil, et elle se demande si Geneviève Montillet n'est pas plus intéressée par l'argent de la famille plutôt que par son fils. Alors, quand Madame Topinka écrit à la justice, elle est persuadée que sa belle-fille a tué son fils. La vieille dame porte plainte pour assassinat. Et le 23 février 1993, une information judiciaire est ouverte. Les enquêteurs de la police d'Antibes s'interrogent. Et si Éric de Vriend n'était pas mort comme son certificat de décès l'indique, d'un étouffement? Pour mieux connaître son état de santé lors de sa sortie de l'hôpital, les policiers vont entendre le personnel médical de La Fontaine. Quand il sort de l'hôpital, c'est dans des circonstances un petit peu rocambolesques, en tout cas improvisées. Geneviève Montillet vient à l'hôpital en fin de soirée, à une heure qui n'est pas habituelle, signe une décharge, sort Éric de Vriend de l'hôpital pour le ramener chez elle. Les médecins lui avaient clairement indiqué que Éric de Vriend devait
être transférés dans un établissement de rééducation spécialisé. Ils avaient réservé ce transfert et Mme Montillet a annulé ce transfert. Et donc, de sa propre initiative, elle a fait sortir Éric de Vriente le 11 janvier. Il n'est pas en état d'être sorti, ni de rentrer chez lui, ça c'est clair et net de la vie de tout le monde. Convoquée une nouvelle fois au commissariat de police, Geneviève Montillet est sommée de s'expliquer sur cette sortie précipitée de l'hôpital. Je n'ai pas voulu qu'il aille en maison de repos parce que c'était trop loin de chez moi. Il serait plus à l'aise à son domicile que dans un établissement hospitalier. Autre interrogation. Pourquoi n'a-t-elle pas prévenu la famille du décès et des obsèques ? Selon elle, Éric de Vriente avait coupé tout lien avec sa famille. Éric de Vriente entretenait avec sa famille des relations qui n'étaient pas excellentes, semble-t-il. Et en tout état de cause, les relations entre Geneviève Montillet et la famille d'Éric de Vriente n'étaient franchement pas bonnes. Quant aux signatures falsifiées sur les contrats d'assurance, Geneviève Montillet a encore une fois réponse à tout. Mais elle dit, ce n'est pas des faux que j'ai fait, c'est bien moi qui ai signé, mais j'ai signé à la demande d'Éric de Vriente qui voulait me protéger et protéger sa fille. Je l'ai fait parce que lui était incapable de signer à l'époque, il ne pouvait pas tenir un crayon, et nous prenons cette version des faits. Éric de Vriente suivait un traitement pour ses troubles psychiatriques qui, d'après Mme Montillet, lui provoquait des tremblements incontrôlables. Enfin, concernant la journée du 15 janvier 1993, date du décès d'Éric de Vriente, Geneviève Montillet a un alibi qui semble incontestable. Geneviève Montillet déclare qu'en tout état de cause, à l'heure du décès d'Éric de Vriente, elle ne se trouvait pas à leur domicile, puisqu'elle avait accompagné une voisine à l'hôpital, je crois, pour chercher des documents médicaux. Mis à part l'alibi, les explications de Geneviève Montillet sont jugées peu crédibles par les policiers. Mais l'enquête s'annonce difficile car rien ne permet pour le moment de la confondre. On a des doutes, on a des soupçons, mais on n'a pas de preuves. On n'a rien. C'est un cauchemar pour n'importe quel enquêteur. C'est un cauchemar parce que la voiture n'a jamais été identifiée. C'est un cauchemar parce qu'il n'y a pas un seul témoin visuel. C'est un cauchemar enfin parce que le corps du défunt a disparu et que donc il n'est plus du tout question de pratiquer la moindre procédure de médecine légale pour découvrir les véritables causes de la mort. Pendant 2 ans, l'enquête piétine. Alors, en mai 1995, les policiers d'Antibes décident de jouer leur va-tout. Ils placent Geneviève Montillet sur écoute téléphonique. L'examen et la retranscription des écoutes téléphoniques ne donnera strictement rien. Aucun indice sérieux, aucune preuve. À ce stade, Geneviève Montillet n'est poursuivie que pour avoir falsifié des contrats d'assurance vie. L'affaire tombe dans l'oubli. Pour envoyer quelqu'un en détention, il faut des preuves et la justice en manquait. L'affaire, on peut dire, en végète, faute d'éléments nouveaux. Et plus personne ne travaille dessus. Le commissariat d'Antibes est passé à autre chose. Ils n'ont pas forcément les moyens, ni les effectifs pour travailler 5 ans sur un accident. C'est vrai qu'entre 1993 et 1998, il ne se passera rien dans le dossier. Pendant près de 5 ans, ce dossier va rester en sommeil jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe d'enquêteurs s'y intéresse. Au printemps 1998, une nouvelle juge d'instruction est nommée au tribunal de Grasse. Parmi toutes les affaires non classées, le dossier d'Éric de Vriente attire particulièrement son attention. 10 millions de francs, un cadavre, c'est un dossier qui peut attiser la sagacité d'un magistrat instructeur. Il y a un nouveau juge d'instruction qui potasse le dossier, qui se plonge dedans à fond et qui trouve que c'est vraiment curieux. La juge décide de charger la police judiciaire de Nice de relancer l'enquête. Alors le policier chargé de l'enquête, c'est pas n'importe qui à la police judiciaire. C'est ce qu'on appelle entre guillemets un grand flic, c'est un limier. Et le commandant André Bloch est un policier extrêmement pugnace qui plonge dans cette enquête comme si c'était un membre de sa famille. Très vite,
André Bloch prend les choses en main. Tous les protagonistes de l'affaire sont une nouvelle fois interrogés. Mais 4 d'entre eux en particulier vont être mis sur écoute. Il s'agit de Geneviève Montillet, de son ex-mari René et de leurs fils les jumeaux Fabrice et Valérie, âgés de 23 ans. 4 mois passent et les enquêteurs vont enfin obtenir ce qu'ils cherchaient. Et une écoute téléphonique entre Valérie et son père va convaincre définitivement en juillet 98 que c'était bien un accident provoqué. Comment ça se passe cette histoire maintenant? Le type que tu avais branché avec ta mère pour qu'il provoque l'accident. Ouais. C'était quelque chose qui nous permettait de comprendre que non seulement le père était au courant, mais que les fils avaient participé à quelque chose que la mère avait programmé. Les enquêteurs font le lien tout de suite avec ce qui s'est passé depuis le 1er novembre 1992. C'est une écoute qui est absolument saisissante. Et puis, il y a une autre écoute téléphonique. Cette fois, René, l'ex-mari de Geneviève Montillet, révèle qu'un de ses fils est impliqué dans le crime et qu'il est depuis rongé par les remords. Il faut qu'il déculpabilise. Ça le poursuit cette affaire, ça le poursuit. Aucune mère ne demande ça à ses enfants. Elle efface tout. Elle ne se culpabilise pour rien. Si un des fils se porte mal, c'est parce qu'il est impliqué directement dans l'accident de la circulation et que cet accident de la circulation n'en est pas un. Du moins, c'est un accident de la circulation provoqué, réalisé, fomenté par Madame Montillet. Pour la police, plus de doute. Éric de Vriend a donc bien été victime le 1er novembre 1992 d'une tentative d'assassinat organisée par sa propre compagne. Reste à savoir qui était au volant ce soir-là. Le 19 janvier 1999, la police judiciaire de Nice interpelle Geneviève Montillet, son ex-mari René et leurs jumeaux Fabrice et Valérie. Tous les 4 sont placés en garde à vue et interrogés sur les circonstances du décès d'Éric de Vriend. Les premières révélations vont venir du côté des 2 jeunes garçons, visiblement ébranlés par cette histoire. Lorsqu'ils sont placés en garde à vue, c'est extrêmement simple. Je pense que ces jeunes gens, à l'époque des faits, ils étaient âgés de 17 ans. Ces jeunes gens, à l'époque où ils sont interpellés, vivent dans le remords depuis 5 ans. Ils font aucune difficulté pour passer aux aveux. Aucune. Les 2 frères racontent alors l'incroyable machination imaginée par leur mère. Et les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Dans un premier temps, Valérie raconte que sa mère l'a sollicité pour se débarrasser d'Éric de Vriend. Mais le jeune garçon dit avoir refusé. Geneviève Montillet se tourne alors vers l'autre jumeau, Fabrice, et lui expose son plan. Et elle dit à Fabrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire croire à un accident de la circulation. Donc elle lui raconte qu'elle lui a fait souscrire des contrats d'assurance, qu'il y a un doublement de capital en cas d'accident un jour férié, qu'il y a même un triplement de capital en cas d'accident de la circulation. Sa mère lui demande alors de trouver un homme de main. Tu vas choisir une connaissance à toi dans les gens que tu fréquentes. Donc il faut trouver une personne qui ait la possibilité de conduire un véhicule, de conduire vite, et d'avoir aussi le sang-froid, le cran, d'écraser un cycliste. Fabrice accepte sans sourciller. Il faut dire qu'il est totalement sous l'emprise de sa mère. Les 2 fils de Madame Montillet sont en période de déshérence, délinquance notoire. Totalement désocialisés, c'est devenu des marginaux. Avec des rapports tout à fait hallucinants avec leur mère. Les enquêteurs découvrent que Fabrice et Valérie sont toxicomanes, qu'ils se livrent très souvent à un trafic de drogue dans lequel, chose incroyable, est impliquée Geneviève Montillet, leur propre mère. Elle tirait profit
du trafic de stupéfiants de ses propres fils. Alors c'était pas des trafiquants de drogue, hein, mais il y avait quand même un petit bénéfice, et ce bénéfice, une partie était remise à la maman, qui ne trouvait rien d'anormal à tout ça. Je crois qu'ils ont toujours été sous la coupe de leur mère, et elle leur a souvent fait faire ce qu'elle voulait qu'ils fassent. Devant les enquêteurs, Fabrice raconte que conformément à la demande de sa mère, il va recruter un certain Yann Baudet, 17 ans, lui aussi toxicomane, pour éliminer Éric de Vriente. Les policiers l'interpellent et le placent en garde à vue. Le jeune homme passe aux aveux. Il confirme donc que non seulement il est bel et bien impliqué, que non seulement il était bien derrière le volant, mais que c'est son ami, le fils de Geneviève Montillier, qui lui a procuré la voiture, et que si les deux jeunes mineurs ont fait cela, c'est bien sur instruction précise et répétée de Geneviève Montillier. Geneviève Montillier apparaît donc clairement comme l'instigatrice du projet meurtrier. Yann raconte qu'elle a su trouver les arguments très convaincants. Geneviève Montillier le tient en lui disant « Si tu fais ce que je te demande, je te donnerai 300 000 francs. » C'est inespéré pour un gamin à la dérive de 17 ans. Et Yann Baudet, qui a eu une enfance absolument déchiquetée par ses parents, qui n'a nulle part où aller, qui vit dans un squat, qui est polytoxicomane, pour lui, 300 000 francs, c'est comme 30 millions d'euros pour nous aujourd'hui. C'est enfin une porte de sortie. Yann Baudet et Fabrice racontent aux enquêteurs qu'ils ont suivi à la lettre les instructions de Geneviève Montillier. Quelques jours seulement avant l'accident, Madame Montillier indique la marche à suivre et le rôle de chacun à Yann Baudet. Il fallait que ça se fasse le 1er novembre, parce que lui disait ça rapporte plus d'argent et il fallait que ce soit un accident de la circulation. Il faut l'instrument du crime, c'est la voiture. Donc préalablement, on va voler la voiture. Donc Fabrice est allé voler une voiture, qu'il a fourni cette voiture à Yann Baudet, et qu'il s'agit d'une Opel Omega. C'est la première fois que nous savons que la voiture n'est pas une Simca mais une Opel Omega. Le jour J, reste à Geneviève Montillier de convaincre son conjoint Éric de Vriente de sortir faire une balade à vélo. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Geneviève Montillier. Dans la seconde partie, vous allez voir qu'un élément va troubler les enquêteurs. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Geneviève Montillier, vous allez voir qu'un élément va troubler les enquêteurs. Avec moi, vous entendrez les voix des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Le mode opératoire prévu par Geneviève Montillier, c'était « Je vais envoyer Éric de Vriente au Cap d'Antibes ». Il avait un ami qui habitait là-bas. On va convaincre M. de Vriente de prendre son vélo, d'aller voir cet ami. Donc c'était pas quelque chose qu'il avait lui-même prévu, mais Mme Montillier avait prévu de le faire sortir en vélo ce jour-là. Donc il est aux alentours de 17h30 ce 1er novembre. Éric de Vriente quitte son domicile, enfourche son vélo. Et quand il sort avec son vélo, ce qu'il ne sait pas, c'est que Yann est dans la voiture, en train de l'attendre. Yann Baudet s'est garé dans le square juste en face de l'immeuble où vit Éric de Vriente. Quand il voit l'homme sortir de chez lui, il le suit et attend le moment propice, une rue déserte, pour passer à l'action. Au Cap d'Antibes, il y a des dizaines et des dizaines de petites rues, de virages, donc la chose est assez facile. Il faut aller vite, rouler vite, frapper fort. Seulement Yann Baudet prend peur et il ne remplit pas complètement le contrat passé avec Madame Montillier. Il ne va pas jusqu'au bout de ce qui était prévu, puisque Geneviève Montillier lui avait demandé de le renverser et pour assurer le coup, de s'arrêter, de faire une marche arrière et de l'écraser pour être sûr qu'il soit mort.
Peu après, Yann Baudet se rend à une cabine téléphonique, compose le numéro de Geneviève Montillet. Celle-ci ne répond pas. C'était le signal convenu pour indiquer que l'opération était terminée. Le véhicule sera abandonné un petit peu plus loin. Les enquêteurs ont enfin le récit heure par heure des événements du 1er novembre 1992. Les auditions de Yann Baudet et de Fabrice concordent parfaitement. Seulement, à les écouter, Geneviève Montillet était furieuse. Son conjoint n'était pas mort comme prévu. Madame Montillet a dû être extrêmement déçue de la mauvaise prestation professionnelle de Monsieur Yann Baudet ce 1er novembre 1992. C'est Yann qui raconte aux enquêteurs que Éric de Vriente n'étant pas décédé suite à l'accident du 1er novembre, elle lui a demandé, selon son expression, de finir le travail. Là, le travail est mal fait, donc il faut assurer le service après-vente. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort un jour férié. Il se trouve à l'hôpital avec peut-être l'idée saugrenue de se réveiller et de dire au service de police qu'il a des soupçons lui-même. Selon les 3 jeunes hommes, Geneviève Montillet s'acharne et met au point un nouveau stratagème qui implique Yann Baudet. Et elle entraîne le jeune homme, le mineur, à l'hôpital, jusque dans la chambre d'Éric de Vriente, en lui disant « Regarde, voilà une seringue, et tu vas injecter une bulle d'air dans la perfusion afin qu'il meure d'un arrêt cardiaque. » Un arrêt cardiaque, c'est des choses qui arrivent dans un hôpital, donc là on était encore dans une mort naturelle. Seulement Éric de Vriente est dans le coma, mais il a les yeux ouverts, et cela effraie Yann Baudet. C'est parce qu'il a les yeux ouverts qu'il ne peut pas aller jusqu'à mettre à exécution la finition de son œuvre. Alors, devant le refus de Yann Baudet, Geneviève Montillet improvise. Elle lui demande de sortir dans le couloir pour faire le guet. Geneviève Montillet, elle passe à l'action, mais elle échoue. Ils attendent de longues minutes, mais rien ne se passe. Devant les policiers, Yann, Valérie et Fabrice accusent catégoriquement Geneviève Montillet d'avoir tenté par tous les moyens d'éliminer Éric de Vriente. Du coup, face à ces témoignages accablants, Madame Montillet passe à son tour aux aveux. Oui, elle a commandité. Oui, elle a préparé. Oui, elle a tout organisé. L'accident de circulation de Monsieur de Vriente. Interrogée sur le mobile du crime, Geneviève Montillet, contre toute attente, se pose en victime d'Éric de Vriente. Elle indique que Éric de Vriente était un homme violent. Qui frappait, qui torturait psychologiquement, qui avait en quelque sorte une emprise néfaste sur la famille et elle n'en pouvait plus. Pire encore, Geneviève Montillet explique qu'elle craignait même pour leur petite fille, née 5 ans plus tôt. C'est-à-dire que j'avais peur que mon compagnon ne fasse certaines choses réprimées par la loi. Et l'on parle d'agression sexuelle sur la fille née de l'union de Madame Montillet et de Monsieur de Vriente. Geneviève Montillet explique aussi aux enquêteurs qu'elle entendait en plus tirer un profit financier de la mort de son compagnon. Elle avoue qu'elle est à l'origine de tout, qu'elle est à l'origine de la signature des contrats d'assurance vie, qu'elle a fait des faux sur ces contrats. J'ai falsifié ces contrats d'assurance. Éric de Vriente n'était même pas au courant. Et je l'ai fait parce que ce que je comptais, c'était de toute façon, donc c'est elle qui explique. Je comptais faire d'une pierre deux coups, m'en débarrasser et toucher le prix des assurances vie. Mais après vérification, les enquêteurs découvriront qu'aucune main courante, aucun certificat médical ne viendront corroborer les accusations de Geneviève Montillet à l'égard de son conjoint. Il n'a jamais été violent avec elle. Si Geneviève Montillet affiche sans scrupule aux policiers son projet meurtrier, maquillé en accident, elle nie en revanche toute autre accusation. Durant la garde à vue, Geneviève Montillet, alors qu'elle reconnaît avoir eu une participation dans l'accident du 1er novembre 1992, réfute totalement ces accusations de Yann Baudet
sur les bulles d'air dans la perfusion d'Éric de Vriant. Des déclarations qui ne conviennent pas aux enquêteurs. Pour eux, il ne fait aucun doute que Geneviève Montillet est bien à l'origine du décès d'Éric de Vriant. De toute façon, vu qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat, maintenant il est clair pour les enquêteurs que la mort d'Éric de Vriant n'est pas accidentelle. Ils ont la conviction qu'Éric de Vriant était assassiné à son domicile par Geneviève Montillet. On affirme que le 15 janvier 1993, c'est un assassinat. Seul problème, ce jour-là, Geneviève Montillet a un solide alibi. Dans le cadre du jour du décès du 15 janvier 1993, jour du décès de M. de Vriant, Madame Montillet dit de toute façon, je n'ai pas pu tuer Éric de Vriant, je ne suis absolument pas coupable de la moindre action négative sur la personne de M. de Vriant, car j'ai un alibi. Interrogée sur son emploi du temps ce jour-là, Geneviève Montillet n'a jamais changé de version. Comme elle l'avait indiqué 6 ans plus tôt aux policiers, elle affirme s'être absentée de son domicile. Geneviève Montillet a indiqué qu'au moment du décès d'Éric de Vriant, elle était en compagnie de l'une de ses relations, Étiennette. C'est une vieille dame, je crois qu'elle a 82, 83 ans. Les enquêteurs de la police judiciaire de Nice convoquent immédiatement l'ami de Geneviève Montillet. Et la vieille dame confirme son alibi. Vers 13h15, Étiennette passe au domicile de Geneviève. Elle arrive alors que l'infirmière met en place les soins à domicile. Et elle se souvient qu'Éric de Vriant semblait plutôt en forme à ce moment-là. Elle a vu Éric. D'ailleurs, Éric lui a fait un petit signe. La vieille dame déclare aux enquêteurs qu'elles ont quitté le domicile et sont restées ensemble tout l'après-midi. 3 heures plus tard, les deux femmes rentrent. Et c'est donc à leur retour qu'elles ont constaté le décès d'Éric de Vriant. La version d'Étiennette semble coller parfaitement au dire de Geneviève Montillet. Seulement ce que les deux femmes ignorent, c'est que Madame Montillet est sur écoute depuis plusieurs mois. Il y a une écoute téléphonique qui va mettre à néant le dit alibi. Les services de police saisissent une conversation téléphonique entre Geneviève Montillet et la voisine. Elle lui dit, la police va vous entendre, faites attention à ce que vous dites. En lui mettant dans la tête, très habilement d'ailleurs, qu'elle ne l'a pas quitté et que c'est bien dans sa compagnie qu'elle a découvert le corps inanimé de son compagnon. Parce que si jamais vous dites qu'on n'a pas vu Éric de Vriant à ce moment-là, ils vont penser que c'est moi qui l'ai zigouillé, c'est sa terminologie. À l'écoute de cet enregistrement, la vieille dame est au pied du mur. Et la voisine, immédiatement, dit « Écoutez, j'ai menti, mais parce qu'on m'a demandé de le faire. En particulier, on m'a demandé de dire que j'avais vu ce jour-là Éric de Vriant en ville, il m'a même fait un sourire. Tout ça, c'est totalement faux, je ne l'ai pas du tout vu ce jour-là. » Geneviève Montillet n'a donc plus d'alibi l'après-midi de la mort de son conjoint. Car en réalité, la journée ne s'est pas du tout déroulée comme elle l'a raconté aux enquêteurs. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça, on l'a démontré de façon chronologique et de façon... On a minuté cette journée-là. Selon les témoignages recueillis par les enquêteurs, voici ce qu'il se serait passé ce jour-là. 13h15, alors qu'une infirmière est venue mettre en place l'hospitalisation à domicile, Geneviève prétend avoir rendez-vous à l'hôpital. Et l'infirmière s'en étonne. Elle ne comprend pas pourquoi Geneviève Montillet s'en va à ce moment-là, parce qu'elle avait relativement besoin d'elle pour préparer les documents de l'hospitalisation à domicile. L'infirmière a été interrogée. Elle apporte une information qui va s'avérer cruciale par la suite. Un des fils de Geneviève, Valérie, est dans la cuisine. Geneviève, de son côté, va chercher Étiennette chez elle. Donc la vieille dame n'est jamais entrée chez Éric de Vriant ce jour-là. Il ne lui a jamais fait signe, elle ne l'a jamais vu vivant le 15 janvier. 13h30. Une fois à l'hôpital, les deux femmes se séparent. Étiennette rend visite à son mari hospitalisé et Geneviève Montillet prétend se rendre dans un service administratif.
Les deux femmes se donnent rendez-vous vers 17h pour rentrer ensemble. 14h15. L'infirmière quitte le domicile, laissant Éric de Vriend en compagnie de Valérie. 17h. Étiennette est au point de rendez-vous à l'hôpital comme prévu. Elle attend Geneviève Montillet, en vain. Et en fait, quand au bout d'un moment, dans la fin de l'après-midi, elle s'aperçoit que Geneviève Montillet n'y est plus, et elle rentre chez elle sans avoir vu Geneviève Montillet. Alors, pourquoi Geneviève Montillet n'était pas au rendez-vous avec Étiennette? Qu'a-t-elle donc fait après avoir quitté la vieille dame à l'hôpital? Les enquêteurs ont une hypothèse. Geneviève Montillet, les horaires le montrent, retourne chez elle. Après le départ de l'infirmière, le décès d'Éric de Vriend est à ce moment-là. Geneviève aurait donc assassiné son conjoint cet après-midi-là. Reste une question sans réponse pour le moment. A-t-elle agi seule? Ou avec la complicité de Valérie, son fils, qui n'a pas quitté l'appartement? Seule certitude, à 17h34, Geneviève Montillet appelle SOS Médecins pour signaler le décès. Et ce n'est que vers 18h qu'elle appelle Étiennette pour l'informer de la mort d'Éric, comme l'a confirmé la vieille dame. Pour les enquêteurs, l'affaire est presque bouclée. Geneviève Montillet est le cerveau du meurtre. Yann Baudet, l'homme de main. Fabrice et Valérie seraient les complices. Et ils ne vont pas tarder à faire de nouvelles révélations fracassantes à propos de leur mère. Nous sommes le 23 janvier 1987, dans un bois de la région parisienne. 6 ans avant la mort d'Éric de Vriend, Fabrice et Valérie n'ont que 11 ans. Et déjà, leur mère leur a confié une mission bien particulière. Et comme elle avait envie de se débarrasser d'Éric de Vriend, elle leur demande de simuler un accident de chasse avec une carabine et d'aller promener avec lui et de lui tirer dans la tête. C'est Fabrice qui, avec le fusil, tire sur Éric de Vriend pour l'atteindre dans la tête. Éric de Vriend n'est que légèrement blessé. Il sera hospitalisé, il n'y aura pas de plainte de monsieur de Vriend, on mettra ça peut-être sur une maladresse d'un enfant. Geneviève Montillet apparaît aux yeux des enquêteurs comme une femme machiavélique, prête à tout pour parvenir à ses fins. Et c'est René, son ex-mari, qui devant les policiers va porter la touche finale à ce portrait diabolique. Il raconte qu'en 1985, Geneviève Montillet a tenté de recruter un chômeur pour qu'il le tue. Mais qu'au dernier moment, l'homme a paniqué et a prévenu la police. Seulement à l'époque, quand René est alerté par les enquêteurs du projet meurtrier de son épouse, l'homme a une réaction plutôt inattendue. Mon mari n'a pas déposé plainte et on a considéré qu'il n'y avait pas un début d'exécution mais de simples actes préparatoires et donc il n'y a pas eu de poursuite contre Geneviève Montillet. Les enquêteurs sont abasourdis par les multiples projets criminels fomentés par cette femme. Le 21 janvier 1999, Geneviève Montillet, son fils Fabrice et son ami Yann Baudet sont mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et complicité d'assassinat. Geneviève Montillet est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Draguignan. Reste aux enquêteurs une dernière question à éclaircir, les circonstances exactes du meurtre d'Éric de Vriend, l'après-midi du 15 janvier 1993. Si les policiers sont convaincus qu'elle est l'instigatrice du meurtre, il leur faut découvrir qui a porté le coup fatal. Est-ce Geneviève Montillet ou son fils Valérie qui a passé l'après-midi entière aux côtés de son beau-père? Sur la version de l'infirmière, c'est lui qui est présent dans l'appartement. Geneviève Montillet n'y est pas. Et elle nous dit, quand je suis revenu, mon fils y était, mais moi j'y étais pas et il est mort. Les enquêteurs s'interrogent d'autant plus qu'à chaque tentative de meurtre, le mode opératoire est toujours le même. Geneviève Montillet a systématiquement fait appel à un complice. La personnalité de Madame Montillet, c'est un cerveau. Mais elle a toujours besoin de bras ou de jambes. Elle dirige, elle prépare, elle organise.
mais elle a toujours besoin d'une tierce personne. Valérie aurait-il tué Éric de Vriente sur ordre de sa mère? Ou Geneviève Montillet a-t-elle fait en sorte qu'il soit accusé à sa place? C'est bien cette dernière hypothèse que privilégient les enquêteurs. D'abord parce que ce jour-là, le jeune homme n'est pas tout à fait dans son état normal. Valérie se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Il était, je crois, sous l'effet de la drogue ce jour-là. Elle avait donné quelques francs à l'époque pour qu'il puisse s'alimenter ce jour-là en drogue, être shooté à ce moment-là. Et puis, il y a un autre élément qui laisse penser que Valérie a été manipulée par sa mère. Le jour du décès d'Éric de Vriente, le jeune homme n'avait aucune raison d'être présent dans l'appartement. C'est sans doute une des premières fois depuis très longtemps qu'elle l'a fait venir à son domicile parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude d'y aller. Si elle l'a fait venir le 15 janvier, c'était peut-être pour lui faire porter le chapeau parce qu'il n'avait rien à y faire ce jour-là. L'enquête aurait pu se contenter de ça et dire bon, c'est Valérie qui a tué son Éric de Vriente. Hein. Nous avons quand même travaillé dessus de façon suffisante pour montrer qu'en fait il n'y était pour rien. Ainsi, les charges contre Valérie sont abandonnées. Enfin, et c'est peut-être là l'incroyable cynisme de Geneviève Montillet, les policiers vont découvrir que le certificat de décès est un faux. Souvenez-vous, le médecin appelé par Geneviève Montillet au chevet du défunt stipulait « Cause du décès consécutif vraisemblablement à une fausse route, induite par un encombrement trachéolaryngique, lui-même dû à un accident du 1er novembre 1992 et ses conséquences. » Or, les choses ne se sont pas exactement passées comme cela. Voici ce que le médecin avait dans un premier temps inscrit sur le certificat. Il dit dans son rapport médical que le défunt est décédé d'une crise cardiaque. Mais 3 jours plus tard, le médecin raconte qu'il a reçu la visite surprise de Geneviève Montillet. Et pour qu'elle puisse toucher les primes d'assurance vie, elle lui a demandé de falsifier le certificat et de modifier les causes de la mort. Le médecin aura une certaine franchise devant les services de police. Il indiquera que Madame Montillet lui a indiqué les raisons pratiquement du décès. C'est un constat médical qui se fait sur les simples dépositions de Madame Montillet, un copier-coller. Ainsi, selon le médecin, Éric de Vriente n'est pas mort d'une fausse route. Et en l'absence de corps, les enquêteurs ne pourront jamais déterminer les causes exactes du décès. Un léger mystère demeure sur cette partie précise du dossier. Car la cause précise, exacte du décès d'Éric de Vriente, on ne la connaîtra jamais. Faux en écriture, manipulation, de multiples tentatives de meurtre prémédité, Geneviève Montillet est acculée. Alors, dans un ultime sursaut, elle revient sur ses aveux. Lorsqu'elle sera interrogée par le magistrat instructeur, elle dira « mais tout ce que j'ai dit en garde à vue, tout ce que j'ai dit en première comparution, c'est faux. C'est faux. En réalité, je n'ai absolument rien fait. Et la tentative d'assassinat du 1er novembre, j'y suis absolument pour rien. » C'est à peu près la théorie qu'elle va maintenir jusqu'à la fin de la procédure et jusqu'à son procès d'ailleurs. 23 juin 2003, Nice, cour d'assises des Alpes-Maritimes. Dans le box des accusés, Geneviève Montillet. Son fils Fabrice et Yann Baudet comparaissent libres au tribunal. Les 2 garçons étant mineurs au moment des faits, le procès se déroule à huis clos. Pour la presse, avant même l'ouverture des débats, l'affaire est entendue. Les journaux la surnomment même la diabolique d'Antibes. Il est sûr qu'au début de l'audience de la cour d'assises, le climat est lourd. Le dossier est sale. La personnalité de Madame Montillet est détestable. C'est la chronique d'une condamnation annoncée. Pour la défense de Geneviève Montillet, la tâche s'annonce difficile. Premier argument avancé, l'absence totale d'éléments matériels dans le dossier. Très sincèrement, il y avait matière à plaider, matière à se défendre sur l'assassinat ou la tentative d'assassinat à l'hôpital, parce que là, mis à part des déclarations, les éléments objectifs n'étaient pas nombreux.
Un argument qui ne fait pas long feu dans la cour d'assises. Mais seule contre tous, Geneviève Montillet ne s'avoue pas vaincue. Elle ne recule devant rien. C'est-à-dire, je suis une victime, c'est moi qu'on a manipulé, mes enfants sont ceux qui ont organisé la mort d'Éric de Vriende. On a assisté à ça devant la cour d'assises, c'est-à-dire une mère qui dit à ses enfants « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» Elle a maintenu sa thèse selon laquelle c'était Fabrice qui avait tout manigancé. Et ça, croyez-moi, il a répondu avec force que cela n'était pas vrai. Dans la salle d'audience, personne ne la croit. Pourtant, Geneviève Montillet s'obstine. Une attitude qui, au fil des jours, va la desservir. Elle s'est enfoncée en permanence avec une défense complètement ridicule de négation d'évidence. Vous avez une glace qui sépare les avocats de la défense de l'accusé. Elle passera les journées d'audience à taper sur cette vitre pour que ses conseils se retournent. Allant jusqu'à les interrompre pour donner des petites précisions sur des points de détail. Comme elle a pu, en quelque sorte, contrôler Yann Baudet, comme elle a pu contrôler son fils et même son premier mari, je pense qu'elle a imaginé qu'elle pouvait contrôler également la cour d'assises. Seulement cette fois-ci, Geneviève Montillet ne contrôle personne. Sa véritable personnalité éclate et les jurés ne sont pas dupes. Elle a convaincu personne ou alors elle a convaincu tout le monde. Elle a convaincu tout le monde de sa culpabilité. Elle a convaincu tout le monde de son caractère vénal, de son cynisme et de sa légèreté par rapport à la vie humaine. Rien ne l'émeut, je ne parle même pas d'Éric de Vriende évidemment, mais rien ne l'émeut, rien. Alors qu'en réalité, autour d'elle, c'est un véritable désastre. Le verdict n'étonne personne. Geneviève Montillet est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Yann Baudet et Fabrice sont eux condamnés à 5 années. Le fils de Madame Montillet se montre soulagé du verdict. Il était quand même heureux que tout soit dit devant des magistrats et des jurés capables finalement de faire le tri entre le mensonge de l'une et les vérités des autres. Le sort des deux jeunes hommes a ému les jurés qui ont été plutôt cléments avec eux. Même la propre mère d'Éric de Vriende, Madame Topinka, a été touchée par leur histoire. Quand je suis arrivée lundi au tribunal, je ne parle pas de Madame Montillet, qui est un monstre, mais j'en voulais aux enfants. Et aujourd'hui, je suis désolée pour eux. Les fils de Madame Montillet, Valérie et Fabrice, qui ont définitivement coupé les ponts avec leur mère, ont repris le cours d'une vie normale. Yann Baudet a depuis été impliqué dans une autre affaire criminelle. En 2007, il a été reconnu coupable de l'assassinat de son propre père et condamné à une peine de 25 ans incompressible. Quant à Geneviève Montillet, après 11 années d'incarcération à la prison de Rennes, elle est décédée des suites d'une longue maladie. Merci d'avoir écouté la seconde partie de ce podcast consacré à l'affaire Geneviève Montillet. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt.